modèle constructiviste. Pourquoi constructiviste? Parce que Bateson postule que nous construisons notre réalité, en fait. Donc, au départ, la réalité, la vraie réalité véritable, on a postulé qu'elle existe. Ce que je veux dire par là, c'est que même ça, sur un plan philosophique, ce serait éventuellement challengeable. Comme dans Matrix, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu cette trilogie, où on croit que on vit une certaine réalité, et en fait, c'est virtuel, et les hommes sont dans des cocons en attendant d'être bouffés par des machines auxquelles ils vont servir de carburant. Donc ça n'est pas notre postulat, nous postulons que la réalité existe. Et en même temps, alors ce que les neurosciences ont permis de mettre à jour, c'est que la réalité est complexe, elle est foisonnante en informations. Et en dépit de la belle complexité du cerveau humain, nous n'avons pas la capacité de percevoir l'ensemble des informations qui sont présentes. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme mis en évidence par les neurosciences de filtrage, de sélection des infos. Vous voyez, dans cette pièce, là, en ce moment, il y a ce que je vous raconte, ce qui est écrit au paper, ce qui est projeté, comment je me sens, comment tu te sens, le bruit, la lumière, il y a beaucoup d'infos. À l'instant T, il y a donc un filtrage qui fait que je vais être sensible, je vais percevoir certaines infos et je vais en laisser d'autres de côté. Et je passe comme ça de la réalité à ma perception de cette réalité. On évoquait tout à l'heure avec le desk les faits, le D du desk, décrire les faits qui sont significatifs pour moi dans la situation, ce sont les faits perçus. Donc, ce sont bien des faits avec un caractère incontestable, mais c'est une partie des faits et pas la totalité des faits. Deuxième élément mis en évidence par les neurosciences, le fait qu'on ne peut pas ne pas donner du sens à ce qu'on vit. C'est-à-dire que nous sommes ainsi faits que nous allons interpréter pour donner du sens. Et ce mécanisme d'interprétation nous fait passer de ma perception de la réalité à ma représentation de cette réalité. Donc je suis dans l'entreprise, je suis dans les couloirs du siège, je croise le CEO. Donc je suis en situation, dans les couloirs, je le croise, il ne me sourit pas, il ne me dit pas bonjour. Deux éléments factuels que j'extrais de la situation. Mais bien sûr, parmi tout un tas d'autres faits que j'ai éventuellement occultés parce qu'ils ne sont pas significatifs pour moi. Il y a des chaussures noires, des chaussures marron, une cravate, pas de cravate. Perception. Deuxième mécanisme, interprétation. Il ne me sourit pas, il ne me dit pas bonjour, ça veut dire, et là ça se joue en une seconde, et il y a évidemment 1000 manières d'interpréter. Il a mal au dos, il n'a pas aimé mon dernier rapport, Gérard lui a dit du mal de moi, et il y a une manière d'interpréter, et c'est en fonction de ma représentation que je vais agir. Agir, c'est-à-dire mettre en œuvre tel comportement, envisager telle décision, prendre telle ou telle position sur le sujet. Tout ce que j'ai à ma disposition en situation, c'est ma représentation. Donc le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a une différence entre ma représentation et la réalité de départ. Et que quelqu'un d'autre qui vivrait avec moi la même situation pourrait avoir une perception différente, ayant sélectionné d'autres faits, et une représentation différente encore, les ayant interprétés à sa sauce. Donc notamment quand je suis avec un interlocuteur que je cherche à faire adhérer à mon idée, si on n'est pas d'accord, on peut faire le constat qu'on a des représentations différentes qui nous amènent à des conclusions différentes. Mais qui je suis pour prétendre que ma représentation, c'est la vraie, c'est la bonne, c'est la seule? Il a raison de penser ce qu'il pense avec les informations qui sont les siennes, compte tenu de l'expérience qui a été la sienne. Et donc, si je veux
ce schéma, donc ça s'applique à moi, ça s'applique aussi à mon interlocuteur. Si je veux l'amener à considérer une action différente, puisque je cherche à l'influencer, c'est-à-dire à obtenir de sa part un comportement différent que le comportement qu'il a aujourd'hui, l'amener à reconsidérer la décision qu'il envisage, ou à changer sa position sur le sujet sur lequel on discute et sur lequel je cherche à l'influencer, eh bien, pour avoir une influence ici en termes d'action, sachant que je ne peux pas ici normer l'action de l'interlocuteur, je vais m'intéresser à ce qui est en amont et qui motive l'action, qui génère l'action, c'est-à-dire à sa représentation. Tant que mon interlocuteur voit les choses comme ça, avec cette représentation, il va agir en ligne avec cette représentation. Si j'arrive à l'amener à faire évoluer sa représentation, à élargir cette représentation, à lui apporter des éclairages différents qui l'amènent à changer cette représentation-là, alors il pourra considérer des options différentes en termes d'action, dont peut-être l'option qui m'intéresse et vers laquelle je cherche à l'influencer. Évidemment, ce n'est pas garanti. Et personne n'a la baguette magique, et heureusement d'ailleurs, qui fait qu'on arrive à faire aux gens ce qu'on veut. Simplement, je ne pourrais amener la personne à faire évoluer son action que si je l'amène à faire évoluer sa représentation. Et ce n'est pas moi qui fais évoluer la représentation de l'autre, c'est lui qui la fait bouger avec mon aide. Donc en fait, ça va marcher à condition de proposer à mon interlocuteur une représentation nouvelle, qui lui paraît plus sympa, plus intéressante pour lui que sa représentation de départ. Ce n'est pas parce que je vais simplement mettre ma représentation à côté de la sienne en lui disant « T'as vu, moi je pense différemment de toi et j'arrive à des conclusions différentes », qu'il va lâcher la sienne pour acheter la mienne immédiatement. Il n'a aucune raison de le faire. Toute l'argumentation que je vais mettre en place va viser à amener l'interlocuteur à considérer une nouvelle représentation qui lui paraît plus intéressante que la représentation qu'il avait au départ. Et donc, c'est là le boulot, puisque, évidemment, sauf si, quand j'explique ma vision, immédiatement, il dit « Ah ben, t'as raison, c'est génial, j'aurais dû y penser moi-même et j'achète tout de suite », il n'a aucune raison, s'il ne le fait pas immédiatement, de le faire juste parce que je vais, moi, expliquer et réexpliquer ma représentation. C'est pour ça que, en général, si je me contente d'expliquer mon point de vue et les raisons pour lesquelles j'ai bien raison de penser comme je pense et d'agir comme je le fais de mon point de vue, il y a zéro chance pour que, d'un coup, il adhère. Ce n'est pas parce que je vais lui expliquer 3 fois qu'à la 4e, il va dire « Ah ouais, d'accord ». Parfois, vous pouvez avoir cette impression, notamment si vous êtes dans un rapport de force favorable. Par exemple, avec un collaborateur, si... en poussant votre idée, à un moment, le collaborateur dit « oui, d'accord », mais ne croyez pas qu'il adhère. Ces 2 guerres-là, s'il a compris que ça ne servait à rien d'insister, et comme le rapport de force vous est favorable, il lâche l'affaire. Mais l'adhésion n'est pas forcément là, du coup, vous allez le voir dans la mise en œuvre. Donc l'idée, ce n'est pas de marteler sa représentation de la réalité, ce n'est pas de pousser. Bien sûr, vous pouvez exprimer votre vision des choses auprès de votre interlocuteur, et ensuite, s'il n'est pas d'accord, s'il n'adhère pas, la stratégie va consister à aller approfondir sa vision du sujet pour mieux comprendre comment lui voit les choses et trouver des éléments qui vont nous servir ensuite dans l'argumentation, sur lesquels on pourra s'appuyer pour lui proposer une représentation qui sera en partie corrélée à sa représentation de départ. Pour qu'il adhère à une représentation nouvelle, il faut qu'elle soit intéressante pour lui. Pour qu'elle soit intéressante pour lui, il faut qu'elle soit en partie corrélée à sa vision de départ. Alors, ce qu'on va chercher notamment, ce sont les éléments à partir desquels l'interlocuteur interprète l'effet perçu. Donc, le modèle va un cran plus loin et suggère que nous interprétons à l'aune des valeurs et des croyances qui sont importantes pour nous, qui sont en jeu pour nous dans la situation. Donc, valeurs, croyances, 2 notions sur lesquelles on va passer un peu de temps pour comprendre de quoi il s'agit. Et ensuite, on verra comment jouer avec ces notions pour aider la personne à les exprimer, à les expliciter lorsqu'elle ne le fait pas spontanément, et comment on s'en sert ensuite dans le travail d'argumentation.